Je m'appelle Nolan. J'ai 34 ans, et mes propres parents m'ont poursuivi en justice pour 500 000 $, pour le crime d'avoir refusé de payer le prêt immobilier de la luxueuse propriété à $1 million de mon frère aîné. Avant de vous raconter la question que le juge a posée, celle qui a fait voler en éclats toute leur affaire ridicule devant une salle d'audience bondée, laissez-moi vous demander quelque chose. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Ça me fascine toujours de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et honnêtement, lire vos commentaires me fait me sentir beaucoup moins fou. Tout a commencé un mardi soir tout à fait normal. Je venais de rentrer de mon travail de responsable de la chaîne d'approvisionnement. Mon cerveau bourdonnait encore de logistique, de manifestes d'expédition et de numéros de fret en retard. Je suis entré dans mon appartement, j'ai jeté mes clés dans le bol en céramique près de la porte, et j'ai commencé à trier le courrier que j'avais récupéré dans la boîte aux lettres en bas. C'étaient les cochonneries habituelles, quelques offres de cartes de crédit, un prospectus pour une pizzeria locale, une ou deux factures, et puis, tout en bas de la pile, je l'ai vu. C'était une enveloppe Kraft, épaisse et lourde. Elle n'avait pas de timbre standard. Elle portait une oblitération officielle du palais de justice de la ville. Mon cœur a eu un étrange et désagréable soubresaut dans ma poitrine. Vous savez, ce sentiment que l'on a en voyant une voiture de police dans son rétroviseur, même quand on respecte parfaitement la limitation de vitesse. C'était ça, mais multiplié par 10. Je n'ai jamais eu de démêlé avec la justice de ma vie. Je paie mes impôts en avance. Je n'ai même pas une seule contravention de stationnement à mon actif. Mon pouce a glissé sous le rabat, déchirant le papier épais. J'en ai sorti une liasse de documents agrafés ensemble par une solide attache métallique. La première page portait un sceau officiel. Les mots tout en haut, imprimés en gras, d'une encre noire et intransigeante, me hurlaient au visage. Assignation civile. J'ai senti une vague d'angoisse glaciale se propager de mon estomac jusqu'au bout de mes doigts. J'ai parcouru le texte juridique dense. Les paragraphes compacts de jargon que je pouvais à peine déchiffrer. Mes yeux sautaient frénétiquement sur la page jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le mot « défendeur ». Juste à côté, clair comme le jour, il y avait mon nom, Nolan. Puis mes yeux ont remonté pour découvrir qui était le demandeur, qui diable pouvait bien me poursuivre en justice. Mon sang se glaça. Les noms imprimés là n'étaient pas ceux d'un partenaire commercial mécontent. Ce n'étaient pas ceux d'un propriétaire. Les demandeurs étaient Terren et Marin. Mon père et ma mère. J'ai dû le lire 3 fois avant que mon cerveau n'accepte réellement l'information. Mes mains se sont mises à trembler si violemment que les papiers bruissaient fort dans le silence de ma cuisine. Ce n'était pas une erreur administrative. C'était réel. J'ai baissé les yeux vers la section suivante. Cherchant la raison. Cherchant le montant. Et voilà. Montant de la réclamation. 500 000 $. Motif de la poursuite. Remboursement pour le soutien financier et émotionnel fourni durant l'éducation et dommages et intérêts pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'ai reculé à tâtons jusqu'à ce que l'arrière de mes genoux heurte un tabouret de cuisine, et je m'y suis affaissé. L'air dans mon appartement est soudain devenu trop épais pour être respiré. 500 000 $ pour m'avoir élevé. C'était la chose la plus absurde, la plus dérangée, la plus psychopathe que j'ai jamais lue de toute ma vie. Mais en même temps, cela avait un sens parfait et terrifiant. C'était bien eux. C'était si parfaitement, si prévisiblement eux. Ils avaient enfin pris leur mépris absolu pour mon indépendance et l'avaient transformé en arme via le système judiciaire. Alors que j'étais assis là, à fixer cette déclaration de guerre officielle des personnes qui m'avaient mis au monde, une citation de ma mère résonnait dans ma tête. Une citation qu'elle m'avait lancée quelques semaines auparavant. « Tu es assez riche. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas d'enfant. C'est ton devoir de payer pour cette famille. » Ma poitrine se serra sous l'effet d'une colère blanche et brûlante. Mais je n'ai pas immédiatement pensé à appeler un avocat. Je n'ai pas pensé à me cacher. Mon esprit s'est projeté vers un moment où je me tiendrais au milieu d'une grande salle d'audience résonnante, levant les yeux vers un juge qui regarderait ma famille avec un dégoût absolu. Mais pour comprendre comment j'ai fini par me retrouver devant un juge, à me défendre contre ma propre chair et mon propre sang, nous devons remonter 6 mois en arrière. Nous devons revenir au jour où le fils en or de notre univers familial s'est finalement effondré sous son propre poids.
Nous devons revenir au jour où mon frère a absolument tout perdu. Comment une dynamique familiale a-t-elle pu devenir si toxique qu'une mère et un père en viennent à exiger un demi-million de dollars de leur plus jeune fils? Pour vraiment comprendre la folie de mes parents, il faut comprendre la dynamique entre moi et mon frère aîné, Gideon. Ce n'a jamais été une rivalité. Une rivalité implique que les deux participants jouent au même jeu, sur le même terrain, avec une chance à peu près égale de gagner. Dans ma famille, le gagnant a été couronné le jour de la naissance de Gideon, et le jeu a été truqué pour toujours. Gideon était l'enfant prodige, le fils en or. Il était le fils aîné, l'héritier présomptif, celui qui marchait sur l'eau et ne pouvait absolument rien faire de mal. Moi, j'étais juste la pièce de rechange, le discret, celui qui était censé se gérer tout seul pour que toutes les ressources familiales puissent être directement acheminées dans les poches de Gideon. Gideon est devenu un agent immobilier de luxe. Il était bruyant, charmant, et obsédé par les apparences. Il portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que ma première voiture, conduisait des véhicules de luxe en leasing pour projeter une image de richesse extrême, et parlait constamment de ses commissions massives. Mes parents vénéraient le sol sur lequel il marchait. Mon père, Terren, rayonnait pratiquement de fierté chaque fois que Gideon entrait dans une pièce. Ma mère, Marin, buvait chacune de ses paroles comme s'il était un prophète. Moi, je suis responsable de la chaîne d'approvisionnement. Je travaille avec des données, de la logistique, des feuilles de calcul et des entrepôts. C'est un travail très stressant, profondément logique, qui paie incroyablement bien, mais ce n'est pas glamour. Je ne porte pas de cravate en soie ni n'emmène de clients dans des steakhouse coûteux. À cause de cela, mes parents considéraient ma carrière comme légèrement embarrassante ou, au mieux, totalement ennuyeuse. Mon succès était une note de bas de page. L'existence de Gideon était le gros titre. Cette dynamique n'était pas nouvelle. Elle était ancrée dans les fondations mêmes de mon enfance. Si vous voulez vous promener dans le musée de ma douleur, les pièces à conviction sont partout. Laissez-moi vous montrer l'un des artefacts les plus marquants. Quand j'avais 15 ans, j'avais désespérément besoin d'un ordinateur pour le lycée. Mes parents m'ont dit que l'argent était rare, et que si j'en voulais un, je devrais le gagner. J'ai donc passé un été entier à travailler dans un entrepôt d'expédition étouffant et poussiéreux, à transporter des cartons et à balayer les sols jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et rugueuses. J'ai économisé chaque centime. À la fin de l'été, j'ai apporté mon argent froissé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté un lourd ordinateur portable reconditionné. J'étais si fier que j'aurais pu exploser. Je l'avais payé moi-même. Exactement une semaine plus tard, Gideon, qui avait 18 ans à l'époque, s'est plaint à table que l'ordinateur de bureau familial était trop lent pour ses candidatures universitaires. Il a gémi qu'il avait besoin de quelque chose de portable pour étudier au café. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas économisé un sou. Le lendemain après-midi, mon père est rentré à la maison avec un MacBook Pro flambant neuf, haut de gamme. Il coûtait 3 fois plus cher que ma brique reconditionnée. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi Gideon avait eu un ordinateur tout neuf simplement pour exister, alors que j'avais dû me tuer à la tâche pour un ordinateur d'occasion, elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Elle a simplement fait un geste de la main et a dit « Tu es si indépendant, Nolan. Tu sais comment prendre soin de toi. Gideon doit projeter une bonne image pour son avenir. Nous devons l'aider. » C'était la philosophie qui a défini mon éducation. Ma capacité était ma malédiction. Parce que j'étais responsable, parce que je travaillais dur, parce que je ne demandais jamais d'aide, mes parents ont décidé que je n'en méritais aucune. Mon indépendance était considérée comme un laissez-passer pour qu'ils m'ignorent complètement. J'ai payé entièrement mes études universitaires grâce à des bourses d'excellence et des petits boulots épuisants. J'ai obtenu un diplôme en commerce sans aucune dette. Mes parents, pendant ce temps, ont payé l'intégralité des frais de scolarité de Gideon dans un autre état, ont couvert son loyer et lui ont acheté une voiture pour sa remise de diplôme. Quand ma voiture est tombée en panne sur le bord de l'autoroute sous une pluie glaciale, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube sur mon téléphone pour comprendre comment remplacer l'alternateur moi-même. Quand Gideon a eu un pneu crevé, il a appelé notre père, qui a tout laissé tomber, a quitté le travail plus tôt, et a conduit 65 km pour le changer pour lui. J'ai bâti une carrière très lucrative à partir de rien. J'ai investi judicieusement, j'ai maximisé mes comptes de retraite et j'ai construit un énorme filet de sécurité. J'étais discret sur mon argent, mais mes parents savaient que je m'en sortais bien.
Et au lieu d'être fier de l'homme que j'étais devenu par moi-même, il considérait ma stabilité financière comme une ressource familiale inexploitée, un réservoir de liquidité qui n'attendait qu'à être réclamé par le fils en or dès qu'il en aurait inévitablement besoin. J'ai accepté mon rôle de fils invisible. Pendant longtemps, j'ai fait profil bas. Mais le jour où la façade parfaite de Gideon s'est finalement fissurée, tout a changé. Je n'avais aucune idée à quel point ma loyauté invisible allait me coûter cher. La chute spectaculaire de Gideon a eu lieu un mardi d'octobre. Pendant des années, il avait mené une vie qui paraissait parfaite sur Instagram. Il était marié à une femme merveilleuse nommée Lyra. Ils avaient 2 jeunes garçons formidables, et ils vivaient dans une belle maison en banlieue. Il était le roi du monde. Jusqu'à ce que Lyra trouve son téléphone caché. Gideon n'avait pas seulement commis une erreur ponctuelle. Il avait entretenu une liaison complète et incroyablement coûteuse avec une jeune agente de son cabinet pendant près d'1 an. Il avait utilisé les fonds du ménage pour emmener cette femme en week-end et lui acheter des bijoux. Lyra était absolument dévastée. Mais elle n'était pas une victime. C'était une force de la nature. Au moment où elle a trouvé les preuves, le charme a été rompu. En 48 heures, Lyra a fait les valises des enfants, a emménagé chez sa sœur, et a demandé un divorce brutal, une véritable politique de la terre brûlée. Les retombées ont été catastrophiques. Gideon, qui n'avait jamais fait face à une vraie conséquence de toute sa vie de 36 ans sur cette planète, s'est complètement effondré. Parce qu'il avait mélangé les fonds des clients et eu un comportement inapproprié au travail pendant sa liaison, son agence immobilière a paniqué face au scandale potentiel et l'a licencié sur le champ. Le marché du logement connaissait de toute façon une légère baisse, et ils ont utilisé sa turpitude morale comme l'excuse parfaite pour s'en débarrasser. En l'espace d'une seule semaine, le Golden Boy a perdu sa femme, ses enfants, sa réputation et son revenu à 6 chiffres. J'ai été la toute première personne qui l'a appelé. Il était 2 heures du matin, et mon téléphone a vibré sur la table de chevet. J'ai répondu, encore endormi, pour entendre Gideon hyperventiler et sangloter dans le combiné. Il ressemblait à un enfant terrifié. « J'ai tout perdu, Nolan », pleurait-il. Elle a pris les garçons. Je suis enfermé dehors. Je n'ai plus rien. Malgré des décennies de ressentiment, malgré le favoritisme flagrant, il était toujours mon frère. Il se vidait de son sang et mes instincts ont pris le dessus. J'ai enfilé quelques vêtements et j'ai traversé la ville pour me rendre au motel miteux et déprimant où il s'était installé. Il était assis sur le bord d'un couvre-lit taché, l'air vidé et pathétique. Il m'a tout avoué. Il a avoué la liaison, le travail perdu, et le fait que Lyra avait engagé un avocat requin qui était en train de geler ses comptes bancaires. Où étaient nos parents pendant cette crise? Oh, ils étaient profondément impliqués émotionnellement. Ma mère l'appelait 10 fois par jour pour pleurer avec lui, pour lui dire que Lyra était vindicative et méchante, et pour le rassurer en lui disant qu'il était toujours une personne merveilleuse qui avait juste fait une petite erreur. Mon père faisait les 100 pas dans la maison en maudissant le nom de Lyra. Ils étaient des maîtres absolus pour valider sa victimisation. Mais quand Gideon leur a demandé de l'argent pour engager un avocat, soudainement, ils étaient financièrement paralysés. Ils ont prétendu que leur fonds de retraite était bloqué, que la bourse allait mal, et qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'argent assez rapidement. Alors le fardeau, comme toujours, est retombé silencieusement et lourdement sur mes épaules. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas demandé de médaille. Je me suis juste mis au travail. J'ai trouvé à Gideon un appartement décent et propre dans un quartier sûr pour qu'il puisse avoir un endroit respectable où ses fils pourraient lui rendre visite. Le propriétaire exigeait le dernier mois et une caution massive en raison du manque soudain d'emploi de Gideon. Je me suis assis dans le bureau de location et j'ai signé un chèque personnel de $9 000 pour garantir le bail. J'ai dit à Gideon que c'était un prêt, mais au fond de moi, je savais que je n'en reverrais jamais un seul centime. Quelques jours plus tard, Gideon m'a dit que les honoraires de l'unique avocat spécialisé en divorce prêt à prendre son cas désordonné étaient astronomiques. Sans en parler à mes parents, j'ai viré $6 800 directement au cabinet d'avocats pour éviter que Gideon ne soit complètement anéanti au tribunal des affaires familiales. Au cours des mois suivants, je suis pratiquement devenu un second père pour mes neveux. Je leur achetais leurs courses. Je payais leurs fournitures scolaires. Et je passais mes week-ends à les emmener au parc pour que Gideon puisse rester dans son nouvel appartement et postuler à des emplois. J'ai déversé près de $20 000 et d'innombrables heures de ma vie pour maintenir mon frère à flot.
Et mes parents le savaient. Ils voyaient Gideon vivre dans un bel appartement. Ils savaient qu'il avait un avocat. Mais ils ne m'ont jamais demandé une seule fois combien cela coûtait. Ils n'ont jamais proposé une seule fois de partager la note. Au lieu de cela, lors d'un dîner de famille quelques semaines plus tard, ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table, a soupiré lourdement et a dit « Nolan, tu devrais vraiment te trouver une femme. Tu as 34 ans. Tu ne fais que travailler tout le temps. C'est triste que tu n'aies rien de significatif sur quoi dépenser ton argent, comme Gideon. » Je l'ai fixé, un morceau de poulet se transformant en cendre dans ma bouche. Je finançais à moi seul la survie de son fils en or, et elle se moquait de moi parce que j'étais célibataire. Ils ne voyaient pas mon soutien financier comme un sacrifice héroïque. Ils le voyaient comme mon devoir biologique. Mon argent était leur argent. J'ai ravalé ma rage ce soir-là, pensant que Gideon finirait par se remettre sur pied et que mon portefeuille pourrait se refermer. Mais j'avais terriblement tort. Je pensais avoir payé la rançon. Je ne réalisais pas qu'ils étaient en train de me construire une nouvelle prison. L'illusion de paix a duré exactement 2 mois. J'étais occupé au travail à négocier un énorme contrat de fret et je savourais le fait que Gideon semblait se stabiliser. Il avait trouvé un emploi médiocre dans une société de leasing commercial. C'était un énorme pas en arrière par rapport à ses jours d'agent de luxe, mais c'était un revenu. J'ai arrêté de faire des chèques. Je pensais que la crise était enfin terminée. Puis, un jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Marin. Sa voix était étrange. Elle était empreinte d'une excitation mielleuse et haletante qui a immédiatement fait se hérisser les poils de ma nuque. Nolan, chérie, roucoula-t-elle dans le haut-parleur. Nous avons une nouvelle absolument incroyable, merveilleuse. C'est un miracle pour notre famille. Ton père et moi organisons un dîner de gratitude spécial ce soir. Tu dois absolument venir. Nous voulons célébrer avec toi. Je détestais ce ton. C'était exactement le même ton qu'elle utilisait quand nous étions enfants, juste avant de me forcer à donner un de mes jouets à Gideon parce qu'il faisait une crise de colère. C'était le son d'un piège qui se referme. Mais contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Peut-être que Gideon avait décroché un nouvel emploi énorme. Peut-être qu'ils avaient gagné à un jeu de grattage. J'ai conduit jusqu'à la maison où j'ai grandi, une maison coloniale de banlieue suffocante de propreté. La berline cabossée de Gideon était déjà dans l'allée. Je suis passé par la porte d'entrée et je suis entré dans le salon. La scène devant moi ressemblait à une photo d'entreprise mise en scène. Mon père, Terren, était assis dans son fauteuil en cuir, l'air incroyablement fier, la poitrine bombée comme un paon. Ma mère vibrait d'une énergie nerveuse sur le canapé. Et Gideon était assis à côté d'elle, arborant un sourire suffisant et détendu que je n'avais pas vu depuis avant son divorce. Au centre de la table basse en verre, positionnée sous le plafonnier comme une relique sacrée, se trouvait un épais dossier Kraft. « Entre, assieds-toi, Nolan » tonna mon père en désignant la causeuse. L'air dans la pièce était chargé d'une étrange anticipation prédatrice. Je me suis assis sur le bord des coussins, gardant ma veste. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé en regardant le dossier. « Quelle est la grande nouvelle » Ma mère a applaudi. « Eh bien, tu sais à quel point les choses ont été difficiles pour le pauvre Gideon. Cet appartement que tu l'as aidé à obtenir est bien, mais il est si à l'étroit pour les garçons. Ils ont besoin d'un jardin. Ils ont besoin d'espace. Gideon a besoin d'un endroit qui reflète son vrai potentiel pour qu'il puisse reprendre confiance en lui. » J'ai hoché la tête lentement, un nœud se formant dans mon ventre. « D'accord. A-t-il trouvé une maison à louer » Mon père s'est penché en avant, posant sa main lourde sur le dossier Kraft. « Mieux que ça, fils. Nous lui avons acheté une maison. Nous avons trouvé une propriété de luxe absolument magnifique dans le prestigieux quartier d'Oak Creek. Elle a une piscine, un garage pour 3 voitures, et une immense pelouse. C'est exactement le genre de propriété que Gideon avait l'habitude de vendre. Ça va le remettre au sommet, là où est sa place. » J'ai cligné des yeux, sincèrement stupéfait. Oak Creek était un quartier pour les neurochirurgiens et les PDG de la tech. Les maisons là-bas ne se vendaient pas à moins d'1 million de dollars. « Comment diable avez-vous réussi ça » ai-je demandé, la voix tendue.
Vous m'avez dit il y a 2 mois que vos fonds de retraite étaient bloqués et que vous ne pouviez pas vous payer un avocat. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, nous avons tiré quelques ficelles. Nous avons retiré une énorme partie de notre 401K et avons subi une pénalité massive, mais la famille est plus importante que la retraite. Nous avons versé un acompte énorme pour garantir la demeure d'1 million de dollars pour lui. L'acte de propriété est déjà à son nom. C'est une affaire conclue. J'ai regardé Gideon. Il était pratiquement rayonnant. C'est fou, ai-je dit, les chiffres tourbillonnant rapidement dans ma tête. Une maison d'1 million de dollars, même avec un gros acompte, signifie un prêt immobilier mensuel énorme. Gideon, tu as un salaire de base dans le leasing commercial. Comment vas-tu pouvoir te permettre les mensualités? Les impôts fonciers à eux seuls à Oak Creek vont te ruiner. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Gideon a vacillé une seconde, et il a regardé notre mère. Marin s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité terrifiante et sensillée. Elle a tendu la main et a ouvert le dossier Kraft. « Eh bien, Nolan, dit-elle, sa voix baissant à un ronronnement doux et raisonnable. C'est là que tu interviens. C'est pourquoi c'est un dîner de gratitude. Nous sommes si reconnaissants de ton succès. » Mon père a sorti un document blanc impeccable du dossier. Il l'a fait glisser sur la table en verre jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant mes genoux. C'était un formulaire d'autorisation de prélèvement bancaire pour un grand créancier hypothécaire. Mes yeux ont parcouru le papier. Le montant du paiement mensuel était en gras, en encre noire, 3500 $. Et juste en dessous, prédactylographié sur la ligne désignée pour le titulaire principal du compte, il y avait mon nom. Nolan. Tu es assez riche, dit ma mère, son ton se durcissant soudainement en acier. Tu as un salaire énorme. Tu n'as pas de femme à entretenir. Tu n'as pas d'enfants à nourrir. Tu ne fais qu'amasser ton argent à la banque. Gideon a des fils. Gideon a un héritage à reconstruire. C'est ton devoir de payer ce prêt mensuel pour lui. Tu signeras cette autorisation ce soir et la banque prélèvera automatiquement les 3500 $ de ton compte chaque mois pendant les 30 prochaines années. Il est temps que tu assumes enfin tes responsabilités et que tu finances cette famille. Je suis resté assis là, à fixer le papier. Les chiffres se sont brouillés. Ils avaient vidé leur propre retraite pour acheter une demeure d'1 million de dollars à un frère infidèle et déshonoré. Et leur grand plan était de m'enchaîner à une encre mensuelle de 3500 $ pour le reste de ma vie d'adulte, sans même me le demander d'abord. Ils ne me voyaient pas comme un fils. Ils me voyaient comme un otage financier. Le silence dans le salon était si absolu qu'il ressemblait à un poids physique pressant contre mes tympans. Mes parents et mon frère étaient assis, complètement immobiles, me regardant avec des yeux pleins d'attente et de droit. Dans leur réalité tordue et profondément malade, c'était une transaction commerciale parfaitement logique. J'avais l'excédent de capital. Gideon avait le déficit. J'étais censé prendre le stylo, signer pour renoncer à une fraction massive de mes revenus pour les 30 prochaines années, et les remercier de l'opportunité de servir le fils en or. Le choc s'est estompé, remplacé par une vague de fureur pure et sans mélange. Elle a commencé au plus profond de ma poitrine et a rayonné vers l'extérieur, chaude et vibrante. Je n'ai pas crié immédiatement. J'ai lentement tendu la main, j'ai ramassé le formulaire d'autorisation bancaire, et j'ai regardé mon père. « Êtes-vous complètement fou ?» ai-je demandé. Ma voix était dangereusement calme, à peine plus qu'un murmure, mais elle a traversé la pièce comme une lame de rasoir. La posture fière de Terence s'est instantanément raidie. Son visage s'est assombri. « Excuse-moi. » aboya-t-il, son ton autoritaire revenant. « Ne nous parle pas sur ce ton, Nolan. Nous offrons un foyer stable à tes neveux. Tu devrais être honoré que nous te fassions confiance pour gérer le financement. » Honoré? Ai-je ri, un son dur et sans humour qui a surpris ma mère. Vous voulez que je sois honoré que vous ayez vidé votre retraite pour acheter une demeure d'1 million de dollars à un type qui s'est fait virer pour avoir couché avec sa collègue? Et maintenant vous voulez que je paie 3500 $ par mois pour une maison qui ne m'appartient même pas? Gideon a finalement pris la parole, l'air sincèrement offensé. Allons, Nolan. Ne sois pas si dramatique. Tu gagnes très bien ta vie. Tu peux facilement te le permettre. J'ai besoin de cette maison pour les garçons. Tu n'as même pas de famille. Sur quoi d'autre vas-tu le dépenser?
Des vacances? J'ai tourné la tête et j'ai croisé le regard de mon frère. L'audace pure de son existence me retournait l'estomac. J'ai dépensé près de 20 000 $ pour te sortir du caniveau il y a 2 mois, Gideon. J'ai payé ton avocat. J'ai payé ton loyer. J'ai acheté des courses pour tes enfants pendant que tu étais assis sur le canapé à pleurer sur ta vie ruinée. Et c'est ça ta gratitude? T'attendre à ce que je t'achète une demeure? Ma mère a eu un hoquet, portant la main à sa poitrine comme si je l'avais physiquement frappée. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes calculées et manipulatrices. Comment peux-tu être si incroyablement cruel et égoïste? Gémit elle, sa voix tremblant parfaitement. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Nous avons tout sacrifié pour vous, les garçons. Et la seule fois où ta famille te demande un tout petit peu d'aide, tu nous le jettes à la figure. Tu es un monstre froid et sans cœur, Nolan. C'était le point de rupture. Les décennies à être ignorées, les mois à être utilisés, et la folie absolue de cette demande actuelle sont entrés en collision violente dans mon esprit. Je me suis levé si vite que la causeuse a dérapé en arrière sur le tapis. Un tout petit peu d'aide. Ai-je rugi, ma voix faisant trembler les cadres sur les murs. 3 500 $ par mois pendant 30 ans, ce n'est pas un tout petit peu d'aide. C'est de l'esclavage financier. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas le filet de sécurité de Gideon. Je ne signerai pas ce papier. Je ne vous donnerai pas un seul centime pour ce projet vaniteux, arrogant et ridicule. Vous avez acheté une maison d'1 million de $ que vous ne pouvez pas vous permettre. Félicitations. C'est votre problème. Débrouillez-vous. J'ai laissé tomber le papier sur le sol, je leur ai tourné le dos, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Teren criait derrière moi à propos de respect et de devoir. Marin gémissait bruyamment. J'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai claquée derrière moi avec une telle force que les vitres ont tremblé. Je suis monté dans ma voiture, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, et je suis parti dans la nuit. Je pensais que poser cette limite serait la fin. Je pensais qu'ils réaliseraient qu'ils avaient poussé le bouchon trop loin, mais j'ai sous-estimé le désespoir pur et frénétique de personnes qui réalisent qu'elles sont soudainement en train de se noyer dans les dettes. Le lendemain matin, l'assaut a commencé. Mes parents ont déployé leurs émissaires. Mon téléphone a vibré à 7 heures du matin. C'était un texto de ma tante Kyopi. Nolan, je suis absolument dégoûté par toi. Ta mère m'a appelé en pleurant de manière incontrôlable. Abandonner ton propre frère alors qu'il essaie de reconstruire une vie pour ses enfants innocents est purement diabolique. Tu te soucies plus de ton compte en banque que de ton propre sang. Tu dois t'excuser et payer ce prêt aujourd'hui. 1 heure plus tard, mon cousin Jess, qui vivait encore dans le sous-sol de sa mère, a publié une longue diatribe vague sur Facebook. Mon nom n'était pas mentionné, mais tout le monde dans la famille savait exactement de qui il s'agissait. C'est écœurant de voir comment certaines personnes gagnent un peu d'argent dans une entreprise et oublient complètement d'où elles viennent. Les vrais hommes prennent soin de leur famille. Les faux hommes amassent leur richesse pendant que leurs frères luttent. Tellement triste de voir la cupidité détruire une famille. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. SMS, messages vocaux, emails, oncles, tantes, cousins éloignés. Mes parents avaient tissé une histoire magistrale. Ils avaient convaincu toute la famille élargie que Gideon était une victime tragique d'un divorce vicieux, que mes parents étaient héroïquement intervenus pour le sauver, et que moi, le riche, avide et sans enfant, je refusais de les aider à franchir la ligne d'arrivée par pure méchanceté. Je suis resté dans mon appartement à regarder les messages haineux affluer. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La pression était immense. C'était la dynamique familiale que j'avais toujours redoutée, la mobilisation complète de la culpabilité et de la honte pour me forcer à obéir. Mais en lisant un texto d'une tante qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans me traitant de sociopathe, quelque chose en moi a basculé. La peur a disparu. La culpabilité s'est évaporée. J'ai réalisé que ces gens ne m'aimaient pas. Ils n'aimaient que ce qu'ils pouvaient extraire de moi. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. Tante Kyopi, bloqué. Cousin Jess, bloqué. Oncle Robert, bloqué. J'ai parcouru ma liste de contacts comme la grande faucheuse, bloquant systématiquement le numéro de téléphone de chaque membre de la famille qui avait un jour cautionné le comportement toxique de mes parents. J'ai bloqué leurs comptes de réseaux sociaux, et finalement, mon pouce a survolé les numéros de Teren et Marin.
J'ai pris une profonde inspiration, ressentant une étrange forme de deuil pour des parents que je n'avais jamais vraiment eus, et j'ai appuyé sur bloquer. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'avais coupé les membres pourris de ma vie. Je suis allé travailler. Je suis allé à la salle de sport. J'ai vécu ma vie dans une paix absolue. Je pensais avoir gagné. Je pensais que les coupés de ma vie étaient la bataille finale. Je n'avais aucune idée qu'ils préparaient une frappe nucléaire. Le silence absolu de ma famille a duré environ 2 mois. Pendant ce temps, le temps s'est refroidi. Les fêtes sont passées sans un seul dîner de famille gênant. Et j'ai ressenti un niveau de clarté mentale que je n'avais jamais connu dans ma vie d'adulte. Sans l'anxiété constante de bas niveau d'anticiper la prochaine catastrophe de Gideon ou le prochain appel téléphonique manipulateur de ma mère, je me suis épanoui. J'ai conclu un énorme contrat logistique au travail et j'ai reçu une prime de fin d'année substantielle. Ma vie avançait, propre et sans fardeau. Bien sûr, j'ai entendu des rumeurs. Un ami commun qui était toujours en contact avec le cousin Jess sur les réseaux sociaux a mentionné que les choses devenaient désespérées dans la demeure d'Oak Creek. Apparemment, comme j'avais refusé de signer l'autorisation de prélèvement, les mensualités du prêt incombaient entièrement à mes parents. Terren et Marin, ayant vidé leur fonds de retraite liquide pour la compte, perdaient de l'argent à un rythme terrifiant pour suivre la facture mensuelle de $3 500, plus les impôts fonciers exorbitants et les charges d'une propriété de luxe d'1 million de dollars. Gideon, naturellement, contribuait pour ainsi dire à rien avec son maigre salaire de leasing commercial. Une partie de moi, la vieille partie conditionnée de moi, a ressenti une brève pointe de culpabilité. C'étaient mes parents et ils se dirigeaient vers la faillite. Mais la partie logique et nouvellement libérée de moi l'a rapidement écrasé. Ils ont choisi cela. Ils ont orchestré ce désastre. Ils ont acheté une demeure qu'ils ne pouvaient pas se permettre pour sauver l'ego d'un fils infidèle. Leur ruine financière était la conséquence directe de leur propre stupidité arrogante. Je dormais profondément, croyant qu'ils finiraient par devoir vendre la maison à perte et apprendre une dure leçon sur le fait de vivre selon ses moyens. J'ai fondamentalement mal compris la profondeur de leur illusion. Ils n'allaient pas apprendre une leçon. Ils allaient me forcer à payer pour leurs erreurs, quoi qu'il en coûte. Ce qui nous ramène directement à ce mardi soir dans ma cuisine. L'enveloppe Kraft lourde, le sceau officiel, l'assignation civile me hurlant dessus depuis le comptoir en granit. Assis sur le tabouret de la cuisine, fixant le procès, réclamant $500 000 pour le remboursement du soutien financier et émotionnel, le choc persistant s'est mué en une rage froide et terrifiante. Ce n'était pas un appel à l'aide désespérée. C'était une attaque calculée et malveillante. Ils avaient engagé un avocat. Ils avaient payé des frais de dossier. Ils avaient juré sous serment que je leur devais un demi-million de dollars simplement pour l'acte biologique de m'avoir élevé. Ils essayaient d'utiliser le système judiciaire pour me terroriser et me soumettre. Ils pensaient que la menace d'une bataille juridique massive, les frais d'avocat, et l'humiliation publique pure d'être poursuivi par ses propres parents me briseraient. Ils supposaient que je paniquerais, que je les appellerais en suppliant leur pitié, et que j'accepterais de payer le prêt de la demeure en échange de l'abandon des poursuites. C'était de l'extorsion, déguisée en paperasse légale. J'ai ramassé l'épaisse liasse de papier. Mes mains ne tremblaient plus. Ma vision s'est rétrécie. Ils voulaient une guerre. Ils voulaient traîner notre histoire familiale laide et toxique hors de l'ombre et la mettre au grand jour dans un tribunal. Très bien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ignoré mes contacts. J'ai ouvert le navigateur. J'ai cherché l'avocat le plus impitoyable et agressif en droit de la famille et en défense civile de la ville. J'ai contourné les médiateurs et les visages amicaux. Je cherchais un requin. J'ai trouvé un cabinet avec des critiques impeccables pour démanteler les poursuites frivoles, dirigées par une femme nommée Evelyne. Sa biographie la décrivait comme une ancienne avocate d'affaires spécialisée dans la défense financière complexe et les dommages-intérêts punitifs. Elle avait l'air vive, impitoyable et très compétente. J'ai appelé le cabinet et j'ai laissé un message vocal détaillé et urgent. Puis je me suis dirigé vers mon classeur. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai allumé. Si mes parents voulaient jouer à un jeu de comptabilité financière, j'allais apporter les reçus. Ils prétendaient que je leur devais pour mon existence. J'allais prouver exactement qui subventionnait l'existence de qui. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, fouillant dans des années de relevés bancaires numériques, de journaux de cartes de crédit et de messages textes archivés.
J'ai trouvé le reçu du virement électronique des 6800 $ que j'avais envoyé à l'avocat du divorce de Gideon. J'ai trouvé l'image numérisée du chèque de 9000 $ que j'avais fait pour la caution de l'appartement de Gideon. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit montrant des milliers de dollars dépensés en courses, vêtements et jouets pour mes neveux pendant les mois les plus sombres de Gideon. J'ai tout imprimé, empilant les papiers en une montagne de preuves massives et indéniables. Quand le soleil s'est levé, projetant une lumière grise à travers les fenêtres de mon appartement, je n'avais plus peur. L'angoisse avait entièrement disparu, remplacée par une anticipation sombre et bouillonnante. Térène et Marin avaient poussé le fils invisible sous les projecteurs. Ils pensaient que je me recroquevillerais sous le poids de leurs menaces légales. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. J'étais un responsable de la chaîne d'approvisionnement. Toute ma vie était bâtie sur l'organisation du chaos, le suivi des données et l'élimination systématique des responsabilités. Et en ce moment, ma famille était la plus grande responsabilité que j'ai jamais affrontée. J'ai regardé la pile de preuves sur ma table. J'étais prêt pour le tribunal. J'étais prêt à les détruire. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Aussi, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre un public plus large, et je vous suis infiniment reconnaissant. Maintenant, retournons à l'histoire pour voir comment cette confrontation au tribunal va se dérouler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis à ma table de salle à manger, éclairé uniquement par la lueur bleue et dure de l'écran de mon ordinateur portable, entouré de piles imposantes de papier d'imprimante. Chaque feuille était un témoignage de ma loyauté invisible. Une trace écrite du sang financier que j'avais versé pour maintenir ma famille ingrate à flot. Le lendemain matin, fonctionnant au café noir et à l'adrénaline pure et sans mélange, je suis entré dans les bureaux élégants aux parois de verre du cabinet d'avocat d'Evelyne. Evelyne était exactement comme son profil en ligne le promettait. Elle portait un tailleur gris anthracite impeccable et elle avait le genre d'yeux perçants et analytiques qui vous donnait l'impression d'être contre-interrogé rien qu'en étant assis en face d'elle. Elle ne m'a pas offert un sourire chaleureux et sympathique. Elle m'a offert un bloc-notes et un stylo. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face de son immense bureau en acajou, j'ai placé l'enveloppe Kraft contenant l'assignation civile entre nous, puis j'ai claqué mon propre classeur épais de preuves imprimé juste à côté. Je lui ai tout raconté. Je n'ai pas édulcoré les dynamiques toxiques de ma famille. J'ai expliqué le syndrome de l'enfant prodige qui a entouré Gideon toute sa vie. J'ai détaillé son infidélité spectaculaire, son licenciement subséquent, et l'implosion rapide et catastrophique de son mariage avec Lyra. J'ai expliqué comment mes parents, Térène et Marin, lui avaient fourni un soutien émotionnel sans fin, mais zéro assistance financière. Et puis, j'ai ouvert mon classeur. Je lui ai montré les 6800 $ que j'avais virés à l'avocat du divorce. Je lui ai montré le chèque de 9000 $ encaissé qui avait garanti l'appartement de Gideon. J'ai étalé les reçus d'épicerie, les paiements de factures, et l'argent dépensé pour mes neveux. Finalement, j'ai expliqué l'histoire de la demeure d'1 million de dollars, le dîner embuscade, la demande d'un engagement de prêt mensuel de 3500 $, et la campagne de harcèlement vicieuse qui a suivi mon refus. Evelyne a écouté dans un silence absolu. Elle n'a pas interrompu. Elle a simplement feuilleté les relevés bancaires, ses yeux balayant les chiffres surlignés. Quand j'ai finalement terminé, le silence dans la pièce était lourd. Je me suis préparé, m'attendant à ce qu'elle me dise que le droit de la famille était compliqué, que nous devrions peut-être trouver un accord, ou que mes parents avaient un obscur précédent juridique de leur côté. Au lieu de cela, Evelyne s'est penchée en arrière dans son lourd fauteuil en cuir, a joint ses doigts, et a laissé échapper un rire court et sec. C'était un son froid, incroyablement satisfaisant. Nolan, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain professionnel pour la stratégie juridique de mes parents. Je pratique la défense civile et familiale depuis près de 2 décennies. J'ai vu des divorces amers, des détournements de fonds en entreprise, et des frères et sœurs se battre pour des successions. Mais ça c'est spectaculairement stupide. C'est juridiquement frivole, moralement en faillite, et à la limite du sanctionnable. Un poids énorme, dont je n'avais même pas réalisé que je le portais, s'est soulevé de ma poitrine. Alors, ils n'ont pas de dossier? Ai-je demandé, ma voix trahissant une pointe de soulagement. Ils n'ont pas le moindre argument valable, a répondu fermement Evelyne. Il n'y a aucune loi dans cet État, ni dans aucun État, qui oblige légalement un enfant à rembourser ses parents pour le devoir biologique de base de les avoir élevés.
De plus, poursuivre pour détresse émotionnelle parce que vous avez refusé de leur acheter une propriété de luxe d'1 million de dollars est risible. C'est une tactique d'intimidation. Ils ont déposé cette plainte en pensant que vous auriez trop peur des frais de justice et de l'humiliation publique pour vous battre. Ils pensaient que vous céderiez et signeriez les papiers du prêt juste pour que ce procès disparaisse. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se fixant sur les miens. Son expression était féroce. Alors, nous n'allons pas seulement vous défendre, Nolan. Nous allons les humilier. Nous allons soumettre ce classeur entier de preuves au dossier public. Nous allons montrer au juge exactement qui a soutenu financièrement qui. Nous allons leur faire regretter profondément le jour où ils ont décidé d'utiliser le système judiciaire pour vous extorquer. Nous avons passé les 4 semaines suivantes à nous préparer à la guerre. Evelyn était méticuleuse. Elle a assigné à comparaître les dossiers d'emploi de Gideon pour prouver qu'il avait été licencié pour faute professionnelle, détruisant leur récit selon lequel il était une victime innocente des circonstances. Elle a organisé mes contributions financières dans un tableur massif et indéniable. Elle a également recueilli les SMS menaçants de la tante Kyopi et les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux du cousin Jess pour prouver une campagne coordonnée de harcèlement familial et de manipulation émotionnelle. Mais à l'approche de la date du tribunal, il y avait une dernière tâche atroce que je devais accomplir. Je devais passer un appel téléphonique qui me terrifiait plus que le procès lui-même. Je devais appeler mes grands-parents. Alaric et Veta étaient les parents de Terren. C'étaient des gens de la vieille école, profondément droits, qui menaient une vie tranquille à quelques villes de là. Tout au long de mon enfance, ils avaient été les seuls membres de la famille à me traiter avec une chaleur sincère. Ils n'ont jamais eu de favoris. Ils louaient mon travail acharné et grondaient souvent Terren pour son obsession flagrante pour Gideon. Quand j'ai coupé les ponts avec mes parents et les émissaires de la famille élargie, je n'avais pas bloqué mes grands-parents. Mais je ne leur avais pas parlé non plus, par honte ou par peur que Terren les ait déjà montés contre moi. Assis sur mon canapé de nuit avant l'audience, les mains tremblant légèrement, j'ai composé leur numéro de téléphone fixe. Grand-mère Veta a répondu. Au moment où elle a entendu ma voix, elle a eu un hoquet. Nolan. Oh, mon cher garçon, nous étions si terriblement inquiets pour toi. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre la boule dans ma gorge, et je leur ai tout raconté. Je n'ai omis aucun détail. Je leur ai parlé de la demeure d'1 million de dollars, de la tentative d'extorsion, de la campagne de dénigrement, et enfin, du procès à 500 000 dollars. J'ai attendu le silence. J'ai attendu le doute. J'ai attendu qu'ils me disent que j'avais du mal comprendre, que la famille c'est la famille, que je devrais juste m'excuser et faire la paix. Au lieu de cela, j'ai entendu le bruit lourd du téléphone qui passait de main en main. La voix de grand-père Alaric a retenti dans le combiné. Elle était rauque, chargée d'une colère si profonde qu'elle vibrait pratiquement à travers le haut-parleur. Ce garçon a complètement perdu la tête, grogna Alaric, en parlant de son propre fils, mon père. Poursuivre sa propre chair et son propre sang par pure cupidité sans mélange te traiter comme un compte en banque tout en soutenant un homme-enfant infidèle et stupide. C'est une honte. Il est la honte de ce nom de famille. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois de toute ma vie que quelqu'un de ma lignée validait ma réalité sans hésitation. Nolan, écoute-moi très attentivement, a poursuivi Alaric, son ton absolument intransigeant. Tu te bats. Tu ne leur donnes pas un seul centime. Tu tiens bon et tu ne seras pas seul. Donne-moi l'heure et le numéro de la salle d'audience. Ta grand-mère et moi serons là. Nous voulons que Terren regarde par-dessus son épaule et voie exactement de quel côté nous sommes. Quand j'ai raccroché, j'ai finalement craqué. J'ai pleuré dans le calme de mon salon. Pas de tristesse, mais d'un soulagement profond et accablant. Je n'étais plus le fils invisible. Mon arsenal était plein. Mes preuves étaient indéniables. Et pour la première fois de ma vie, j'avais une armée derrière moi. Le matin de l'audience était glacial. Le ciel avait la couleur du fer meurtri, menaçant de pluie, mais je me sentais étrangement invincible. J'ai monté les larges marches en béton du palais de justice du comté avec Evelyn à mes côtés. Elle portait une mallette épaisse et renforcée, et ses talons claquaient rythmiquement contre les sols en marbre du couloir. L'air à l'intérieur du bâtiment sentait le vieux papier, la cire à parquet et la sueur nerveuse. C'était l'odeur des vies en cours de démantèlement et de jugement. Nous avons trouvé notre salle d'audience au 3e étage. Les lourdes portes en bois étaient déjà ouvertes.
Je suis entré, mon cœur maintenant un rythme régulier et calme. J'avais passé toute ma vie à m'inquiéter des opinions de ma famille, à essayer constamment de naviguer sur leur champ de mines émotionnelles. Mais en descendant cette allée, je ne ressentais rien d'autre qu'un détachement froid et clinique. Ils étaient déjà là. Térène, Marin et Gideon étaient assis à la table des demandeurs. Ils semblaient s'être habillés pour un brunch de country club plutôt que pour une audience d'extorsion civile. Gideon portait un costume bleu marine sur mesure et tape à accent graveleuil, les cheveux parfaitement gominés, projetant l'illusion d'un agent immobilier très prospère malgré la réalité qu'il se noyait dans les dettes. Marin portait une robe de bon goût et conservatrice, serrant un mouchoir dans sa main, préparant déjà son numéro de victime tragique. Térène était assis avec raideur, la mâchoire serrée, dégageant un air d'autorité bien pensante. Quand ils ont entendu nos pas, ils se sont retournés. Marin m'a immédiatement lancé un regard de profonde trahison blessée, secouant lentement la tête comme si je venais de la poignarder. Térène m'a regardé avec une haine pure et non filtrée. Gideon a juste eu un sourire narquois, un bref tic arrogant des lèvres, croyant clairement que tout cela n'était qu'une formalité et que j'allais être légalement contraint de financer son style de vie luxueux. Je n'ai pas rompu le contact visuel. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement tiré ma chaise à la table du défendeur et je me suis assis à côté d'Evelyne. Un instant plus tard, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience ont de nouveau grincé. J'ai tourné la tête. Marchant lentement mais avec une dignité absolument rigide, dans l'allée centrale, se trouvaient grand-père Alaric et grand-mère Veta. Alaric portait son plus beau costume du dimanche. Veta tenait son sac à main fermement des deux mains. La réaction de la table des demandeurs a été instantanée et incroyablement satisfaisante. Le visage de Térène s'est décomposé. L'expression suffisante a disparu, remplacée par un regard d'horreur absolue. La couleur a complètement quitté son visage, le laissant avec un air maladif et pâle. Marin a laissé échapper un petit hoquet audible et a couvert sa bouche. Ils avaient clairement supposé que mes grands-parents ne savaient rien du procès. Ils avaient supposé qu'ils pourraient garder ce secret sale et extorsionnaire caché du patriarche de la famille. Alaric n'a même pas jeté un regard à Térène. Il est passé directement devant son propre fils, les yeux fixés droit devant, et lui et Veta ont pris place sur le banc de la galerie, juste derrière moi. J'ai senti une pression douce et rassurante sur mon épaule de la part de ma grand-mère. Evelyne s'est penchée vers moi, ses yeux pétillants d'amusement professionnel. On dirait que vos parents viennent de voir un fantôme, a-t-elle chuchoté. L'huissier a appelé la salle à l'ordre et tout le monde s'est levé. La lourde porte en bois derrière le banc s'est ouverte et la juge Odessa est entrée. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, portant des lunettes à monture épaisse et une expression de scepticisme permanent et épuisée. Elle a pris son siège, a arrangé ses dossiers, et a ajusté son microphone. Nous sommes ici pour l'affaire Miller contre Miller, a annoncé la juge Odessa, sa voix résonnant sèchement dans la pièce silencieuse. Une réclamation civile pour le remboursement des frais d'éducation et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle à hauteur de 500 000 $. Elle a fait une pause, regardant par-dessus ses lunettes la table des demandeurs. Son ton était déjà teinté d'une forte irritation. Avocat des demandeurs, vous pouvez commencer. Mais je vous conseille vivement que ce soit bon, car franchement, la lecture de ce dossier m'a donné la migraine. Mes parents avaient engagé un avocat véreux et volubile qui ressemblait exactement au genre de type que l'on voit dans les publicités télévisées de fin de soirée, promettant d'obtenir un règlement massif pour un accrochage. Il s'est levé, a ajusté sa cravate, et s'est lancé dans une déclaration liminaire théâtrale et écœurante de mélodrame. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Nous sommes ici aujourd'hui à cause d'une rupture tragique du contrat social fondamental. La famille. Les demandeurs, Térène et Marin, sont des parents aimants et dévoués. Ils ont tout sacrifié pour leurs enfants. Ils ont investi leurs économies, leur temps et leur amour infini dans l'éducation du défendeur, Nolan. Ils se sont assurés qu'il reçoive une éducation de premier ordre, l'ont soutenu émotionnellement, et ont jeté les bases de sa carrière très lucrative en tant que cadre. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Éducation de premier ordre? Je l'ai payé moi-même. Soutenu émotionnellement? Ils m'ignoraient sauf s'ils avaient besoin de quelque chose pour Gideon. Et comment le défendeur a-t-il remboursé cette vie de dévotion? A poursuivi l'avocat véreux, en me désignant théâtralement avec une cruauté absolue. Récemment, le fils aîné des demandeurs, Gideon,
a fait face à une tragédie personnelle dévastatrice et inattendue. Un divorce vicieux l'a laissé sans abri et séparé de ses jeunes enfants. Dans un acte de pur sacrifice parental, les demandeurs ont liquidé l'intégralité de leur fonds de retraite pour garantir un foyer modeste et stable à Gideon et ses garçons. Ils ont humblement demandé au défendeur, un homme d'une immense richesse non grevée, de les aider avec les paiements mensuels. Juste une petite contribution pour que ses neveux ne se retrouvent pas à la rue. Une demeure de luxe d'1 million de dollars était maintenant un foyer modeste et stable. 3 500 dollars par mois était une petite contribution. L'illusion était à couper le souffle. Au lieu d'aider, a pratiquement crié l'avocat, son visage devenant rouge, le défendeur les a abandonnés. Il a soumis ses parents vieillissants à une détresse émotionnelle horrible, se moquant de leur ruine financière et abandonnant son propre sang. Nous demandons simplement au tribunal d'appliquer un sens de l'équité. Le défendeur s'est injustement enrichi sur les fondations que ses parents ont construites, et il n'est que juste qu'il leur rembourse 500 000 dollars pour qu'ils puissent sauver leur famille du bord de la destruction. Il s'est assis, l'air incroyablement satisfait de sa performance. Terren a hoché vigoureusement la tête en signe d'accord. Marin a tamponné ses yeux secs avec son mouchoir. La juge Odessa est restée parfaitement immobile pendant un long et angoissant moment. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Elle a regardé l'avocat des demandeurs, son expression illisible. Puis elle s'est penchée vers son microphone. « Conseiller, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un sarcasme sec et mordant. C'était un monologue vraiment magnifique. J'ai l'impression de venir de regarder un feuilleton de l'après-midi. Cependant, nous sommes dans une cour de justice, pas un théâtre. Pourriez-vous s'il vous plaît attirer mon attention sur la loi de l'État spécifique ou le précédent juridique qui autorise des parents à présenter une facture détaillée à leur enfant adulte pour le coût de son éducation? L'avocat véreux s'est levé, l'air soudain incroyablement nerveux. Il a bafouillé, feuilletant frénétiquement son bloc-notes. Eh bien, votre honneur, c'est un argument basé sur les principes plus larges d'équité et d'enrichissement sans cause. La juge Odessa l'a interrompu d'un geste sec de la main. Enrichissement sans cause? Les parents ont une obligation légale de loger, nourrir et vêtir leurs enfants mineurs. Ce n'est pas un prêt. Vous ne pouvez pas facturer rétroactivement des intérêts sur l'enfance. J'ai cherché dans la base de données juridiques tout précédent soutenant cette réclamation de 500 000 dollars, et je n'ai absolument rien trouvé. Elle a tourné son regard directement vers mes parents. Laissez-moi vous demander directement. Avez-vous payé les études universitaires du défendeur? Terren déglutit difficilement, sa pomme d'Adam oscillant. Eh bien, votre honneur, il avait des bourses, mais nous avons fourni un environnement de soutien. Avez-vous payé les frais de scolarité? Oui ou non? A claqué la juge Odessa. Non, votre honneur, a marmonné Terren, son visage devenant rouge vif. Le défendeur est-il financièrement indépendant depuis l'âge de 18 ans? A-t-elle poursuivi, sa voix implacable. Oui, votre honneur, a murmuré Marin. Donc, a résumé la juge Odessa, se penchant en arrière et croisant les bras, vous avez un fils adulte qui ne vous a rien coûté depuis qu'il est devenu majeur. Il s'est construit une vie réussie, et votre grande stratégie juridique est de le poursuivre pour un demi-million de dollars parce qu'il refuse de payer le prêt d'une propriété de luxe que vous avez volontairement achetée pour votre autre fils adulte. La salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des bouches d'aération. La destruction absolue de leurs prémices par la juge était brutale, mais nous n'avions pas encore terminé. Evelyn n'avait même pas ouvert son classeur. La juge Odessa a tourné son attention vers notre table. Avocate de la défense, dit-elle, son ton s'adoucissant légèrement, mais toujours aussi vif. Avez-vous une requête en irrecevabilité? Evelyn s'est levée avec grâce. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas utilisé un langage fleuri et dramatique. C'était un tireur d'élite et ses cibles étaient verrouillées. Votre honneur, nous avons certainement une requête en irrecevabilité pour cette campagne de harcèlement juridiquement infondée, a dit clairement Evelyn. Mais avant que la Cour ne statue, la défense demande la permission de soumettre un calendrier de preuves au dossier public pour corriger les fausses déclarations flagrantes et diffamatoires faites par les demandeurs concernant le caractère et les actions financières de mon client. Procédez, a dit la juge Odessa, se penchant en avant avec un intérêt sincère. Evelyn a pris le classeur massif et lourd et s'est avancée au centre de la salle. L'avocat des demandeurs a dépeint un fils avide et cruel qui a abandonné sa famille dans leur heure de besoin, a-t-elle commencé.
Il a prétendu que mon client avait refusé d'offrir la moindre once de soutien pendant le divorce de son frère Gideon. Votre honneur, les chiffres racontent une histoire très différente. Elle a ouvert le classeur et a sorti le premier document imprimé. Pièce à conviction A. Un reçu de virement bancaire daté d'exactement 6 mois. Mon client, Nolan, a secrètement viré $6 800 directement au cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille représentant son frère Gideon pour l'empêcher de perdre la garde de ses enfants. Les demandeurs ont contribué $0 à ce fonds juridique. Un halètement collectif a retenti dans la galerie. Terren a écarquillé les yeux de panique. Il s'est tourné pour regarder Gideon, qui a soudainement trouvé le grain de la table en bois incroyablement fascinant. Les fausses larmes de Marin se sont instantanément taries, son visage se figeant en un masque de choc pur. Evelyne a sorti le document suivant. Pièce à conviction B, un chèque de banque encaissé d'un montant de $9 000. Payé à un propriétaire commercial. Mon client a payé le premier mois, le dernier mois, et la caution pour l'appartement de Gideon afin que ses neveux ne soient pas sans abri. Il a également dépensé environ $4 000 au cours des 3 mois suivants en courses, factures et vêtements pour les enfants. Evelyne s'est tournée et a regardé directement mes parents. Son regard était terrifiant. Mon client a subventionné discrètement la survie de son frère à hauteur de près de $20 000. Il n'a demandé aucune louange. Il n'a demandé aucun remboursement. Comment sa famille a-t-elle remboursé cette incroyable générosité? Elle a sorti une épaisse liasse de captures d'écran imprimées du classeur. Pièce à conviction C, un message texte et publication sur les réseaux sociaux. Les demandeurs, pleinement conscients qu'ils avaient vidé leur propre retraite pour acheter une demeure d'1 million de dollars par pure vanité et pour les apparences, ont tenté de tendre une embuscade à mon client. Ils ont exigé qu'il signe une autorisation juridiquement contraignante pour que $3 500 soient prélevés de son compte chaque mois pendant 30 ans. Lorsqu'il a légitimement refusé cette extorsion, les demandeurs ont lancé une campagne coordonnée de harcèlement numérique, encourageant les membres de la famille élargie à l'humilier et à le diffamer publiquement. Evelyne est retournée à notre table et a laissé tomber le classeur avec un bruit lourd et retentissant. Ils ne poursuivent pas mon client parce qu'il leur doit quelque chose pour son éducation, votre honneur. Ils abusent du système judiciaire pour le terroriser parce que la banque de Nolan a finalement fermé ses portes. Le renversement des émotions dans la salle d'audience était absolu. L'aura arrogante et bien pensante qui avait entouré mes parents s'est complètement évaporée. Terren ressemblait à un ballon dégonflé, les épaules affaissées, le visage pâle et en sueur. Marin regardait droit devant elle, la mâchoire si serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser. Leur récit soigneusement construit, le mythe du fils riche et ingrat et des parents héroïques et victimisés, avait été violemment démantelé par des chiffres froids et durs. Même l'avocat véreux des demandeurs semblait profondément mal à l'aise, mélangeant ses papiers et évitant le contact visuel avec la juge Odessa. Il n'avait clairement pas été informé des $20 000 que j'avais déjà dépensés. La juge Odessa a pris une lente et délibérée gorgée de son verre d'eau. Elle a regardé les preuves qu'Evelyne avait soumises, feuilletant les reçus et les messages textes. Le silence s'est éternisé, épais et oppressant. Tout le monde attendait que le couperet tombe. Quand la juge a finalement levé les yeux, ses yeux étaient sombres d'une colère entièrement différente de son irritation précédente. Ce n'était pas de l'agacement. C'était une fureur judiciaire. Mais elle n'a pas dirigé sa colère contre Terren. Elle n'a pas regardé Marin. Elle a contourné les parents entièrement. La juge Odessa a lentement tourné la tête et a fixé son regard sur le fil en or. La cause profonde de toute cette saga désastreuse. Monsieur Gideon Miller, a dit la juge Odessa, sa voix tranchant le silence comme un scalpel. Veuillez vous lever. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'à ce point. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur et laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase exacte « Je suis là ». C'est notre code secret pour les vrais fans de la chaîne qui restent pour le drame profond. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui inclut « Je suis là ». Merci de soutenir. Maintenant, assistons à la chute glorieuse de l'enfant prodige. Gideon a tressailli comme s'il avait été physiquement frappé. Il a regardé autour de la salle d'audience, la panique brillant dans ses yeux parfaitement manucurés, cherchant désespérément Terren ou Marin pour le sauver. Mais ses parents étaient paralysés, fixant le sol dans une humiliation absolue. Lentement, maladroitement, le fils en or a repoussé sa chaise et s'est levé. Il a lissé sa cravate coûteuse, essayant de projeter de la confiance, mais ses mains tremblaient visiblement.
Oui, votre honneur. A couiné Gideon, sa voix profonde et retentissante d'agent immobilier l'ayant complètement abandonné. La juge Odessa s'est penchée sur son immense banc en bois, le regardant de haut avec une expression de dégoût profond et sans mélange. Monsieur Miller, a-t-elle commencé, son ton dangereusement calme, je viens d'examiner des preuves financières indéniables prouvant que votre jeune frère a payé votre avocat du divorce pour vous éviter la prison. J'ai vu les chèques prouvant qu'il a payé le toit au-dessus de votre tête lorsque vous étiez au chômage. J'ai vu les reçus prouvant qu'il a acheté de la nourriture pour vos enfants alors que vous étiez apparemment incapable de le faire. Elle a fait une pause, laissant le poids de son échec absolu flotter dans l'air pour que tout le monde en soit témoin. Et pourtant, a poursuivi la juge Odessa, sa voix montant légèrement en volume, vos parents se tiennent dans ma salle d'audience aujourd'hui pour tenter de lui extorquer un demi-million de dollars. Ils ont explicitement déclaré que cet argent est destiné à alléger le fardeau financier d'une demeure de luxe d'1 million de dollars qu'ils ont achetée exclusivement pour vous. Gideon déglutit difficilement, la sueur commençant à perler sur son front. Il ouvrit la bouche, peut-être pour se défendre, mais la juge leva un seul doigt, le réduisant instantanément au silence. J'ai exactement une question pour vous, monsieur Miller, a dit la juge Odessa. Toute la salle d'audience retenait son souffle. La tension était si épaisse qu'on aurait dit que la pression de l'air dans la pièce avait chuté. Je veux que vous réfléchissiez très attentivement avant de répondre. Vous êtes sous serment et vous êtes dans une cour de justice. Elle a regardé directement dans les yeux terrifiés de Gideon. Croyez-vous, en tant qu'homme adulte de 36 ans, honnêtement et sincèrement, que votre jeune frère devrait être tenu légalement et financièrement responsable du paiement du prêt immobilier de votre luxueuse propriété? C'était le point culminant, le sommet absolu de décennies de dysfonctionnement familial se résumant à un seul moment inéluctable. Gideon avait le choix. Il aurait pu montrer une once microscopique d'humilité. Il aurait pu baisser la tête, s'excuser auprès de la cour, admettre que le procès était une terrible erreur, et implorer le pardon. S'il avait fait cela, il aurait peut-être conservé une infime fraction de sa dignité. Mais Gideon était le fils en or. Il avait été conditionné depuis sa naissance à croire que l'univers existait uniquement pour servir ses besoins. Il était fondamentalement incapable d'assumer la responsabilité de ses propres actions. Il a bombé le torse, une lueur de son ancien droit arrogant revenant sur son visage. « Eh bien, votre honneur » a-t-il commencé, sa voix prenant un ton plaintif et défensif qui a résonné dans la pièce silencieuse. Vous devez regarder le contexte. Nolan est incroyablement riche. Il a un salaire énorme dans une entreprise de logistique. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant à charge. J'ai tout perdu dans un divorce brutal. Je lutte pour reconstruire ma vie pour mes fils. Ce n'est tout simplement pas juste qu'il puisse s'asseoir sur une montagne d'argent alors que je me noie. La famille est censée s'entraider. Il peut facilement se permettre les 3500 $ par mois. C'est pratiquement de l'argent de poche pour lui. Le silence qui a suivi sa déclaration n'était pas seulement calme. C'était une incrédulité stupéfaite et horrifiée. Même son propre avocat véreux a enfoui son visage dans ses mains. De la galerie derrière moi, j'ai entendu grand-père Alaric laisser échapper un grognement bas et dégoûté. La juge Odessa n'a pas crié. Elle n'a pas frappé son marteau. Elle a simplement regardé Gideon comme si elle examinait un insecte fascinant et profondément répugnant sous un microscope. Je vois, a murmuré la juge Odessa, sa voix plus froide que l'azote liquide. Laissez-moi m'assurer que je comprends votre brillante théorie juridique, monsieur Miller. Parce que votre frère a du succès, et parce qu'il a choisi de ne pas avoir d'enfant, ses actifs sont donc une propriété communautaire que vous pouvez saisir chaque fois que vos propres mauvais choix de vie vous mènent à la faillite. Est-ce exact? Gideon a cligné des yeux, réalisant soudain qu'il était tombé droit dans un piège. Eh bien, non, pas saisir, mais, je suis célibataire, monsieur Miller, a interrompu la juge Odessa, sa voix tonnant maintenant comme le tonnerre, résonnant contre les murs lambrissés. Je n'ai pas d'enfant. Je gagne un salaire très confortable en tant que juge. Selon votre logique psychopathique stupéfiante, devrais-je être légalement tenu de payer le loyer de ma greffière simplement parce qu'elle a un bambin et que j'ai des revenus disponibles? La mâchoire de Gideon est tombée. Il est resté là, la bouche bée comme un poisson mourant, totalement incapable de former une phrase cohérente. L'absurdité à couper le souffle de son propre droit avait été mise à nu, traînée dans la dure lumière fluorescente de la réalité et mise en pièces. J'en ai assez entendu, a déclaré la juge Odessa, sa voix résonnant d'une autorité absolue et sans compromis.
Elle a tourné son regard d'acier vers mes parents. Aux demandeurs, Terren et Marin Miller, laissez-moi être sans équivoque, parfaitement clair. Ce procès est un abus profond du système judiciaire. C'est une tentative frivole, malveillante et moralement répréhensible d'utiliser les tribunaux pour extorquer votre propre enfant. Elle a ramassé le dossier Kraft contenant leur procès et l'a littéralement jeté de côté. Il a atterri dans la poubelle à côté de son banc avec un bruit sourd et satisfaisant. Cette affaire est classée sans suite avec préjudice, a-t-elle ordonné, ce qui signifie qu'il ne pourrait jamais la redéposer. De plus, j'ordonne aux demandeurs de payer tous les frais de justice et les honoraires d'avocat du défendeur. Vous ne coûterez plus un centime à ce jeune homme. La juge Odessa s'est levée, ses robes noires tourbillonnant autour d'elle. Je trouve votre comportement en tant que parent effronté, manipulateur et profondément écœurant. Le fait que votre plus jeune fils soit devenu un adulte responsable et généreux est clairement en dépit de votre influence. Pas grâce à elle. L'audience est levée. Sortez de ma salle d'audience. Elle a frappé son marteau avec un craquement sec et explosif qui a fait sursauter mes parents. C'était fini. La guerre était finie. J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 34 ans. Une vague d'épuisement et d'euphorie m'a envahi simultanément. J'ai regardé la table des demandeurs. Marin sanglotait ouvertement, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées violemment. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'humiliation publique pure et sans mélange. Terren avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 20 minutes. Il regardait fixement la table, complètement brisée. Gideon s'était affaissé dans sa chaise, fixant le sol, la façade dorée définitivement brisée. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je me suis retourné. Grand-père Alaric et grand-mère Veta étaient déjà debout. Alaric est sorti du banc, est passé juste devant Terren sans même reconnaître son existence, et m'a serré dans une étreinte féroce et écrasante. Je suis si fier de toi, Nolan, a murmuré mon grand-père, sa voix se brisant d'émotion. Tu es un homme bon. Tu as brisé le cycle. Terren s'est finalement levé, le visage pâle et désespéré. Papa, a-t-il croassé, faisant un pas vers Alaric. Grand-père Alaric a tourné la tête lentement. Le regard de dégoût paternel et froid qu'il a adressé à Terren était dévastateur. Ne me parle pas, a dit sèchement Alaric. Tu n'es pas mon fils. Tu me dégoûtes. Terren a reculé comme s'il avait été giflé. Il a attrapé Marin par le bras, et tous les trois, les parents brisés et le fils en or déchu, se sont enfuis de la salle d'audience comme des rats fuyant un navire en perdition. Les suites de l'affaire judiciaire ont été rapides et brutales pour la famille Miller. Alors que j'étais enfin libre de vivre ma vie sans l'ombre constante de leurs exigences, la réalité de leurs décisions financières arrogantes s'est abattue sur eux avec la force d'un train de marchandises. J'ai appris les détails par grand-père Alaric lors de nos dîners du dimanche. Comme la juge Odessa avait ordonné à Terren et Marin de payer tous les honoraires exorbitants d'Evelyne en plus de la facture de leur propre avocat véreux, leurs réserves de liquidité qui diminuaient rapidement ont été instantanément anéanties. Le prêt mensuel de $3500 sur la demeure d'Oak Creek est rapidement devenu une encre monstrueuse, les entraînant tous sous l'eau. Dans les 4 mois suivant le procès, Gideon, incapable de manière prévisible de trouver un emploi bien rémunéré en raison de sa réputation ruinée dans le secteur immobilier, a cessé de contribuer à la minuscule fraction qu'il payait pour les charges. La propriété de luxe, symbole de leur grand plan délirant pour restaurer l'ego de Gideon, est entrée en pré-saisie. Désespérés d'éviter la faillite complète, Terren et Marin ont été contraints de louer la demeure d'Oak Creek à un riche cadre de la tech juste pour couvrir les mensualités du prêt et les impôts fonciers. Ils rentraient à peine dans leurs frais. Et le fils en or, Gideon, n'avait nulle part où aller. Lui, ainsi que ses 2 jeunes fils lors de ses week-ends de visite, a été contraint de rassembler ses maigres biens et de retourner dans la maison coloniale de banlieue suffocante de propreté de mes parents. Tous les 4, 2 parents amers et fauchés et un fils d'âge mûr en disgrâce, étaient maintenant entassés sous un même toit, se noyant dans les dettes, vivant dans les ruines de leur propre arrogance. Au plus bas, Terren a même conduit jusqu'à la maison de grand-père Alaric et l'a supplié pour un héritage anticipé. Il a sans vergogne demandé à son père de vendre la ferme familiale pour les sortir du pré d'Oak Creek. Alaric, fidèle à sa parole, a claqué la porte d'entrée directement au nez de Terren, lui disant que les actions ont des conséquences et qu'il ne sacrifierait pas sa propre retraite paisible pour financer leur stupidité. Pendant ce temps, ma vie a décollé.
L'énergie mentale que je gaspillais à essayer d'anticiper leur prochaine manipulation émotionnelle a été entièrement redirigée vers ma carrière et ma paix personnelle. J'ai obtenu une promotion de cadre à l'entreprise de logistique, portant mon revenu plus haut que celui de Gideon n'avait jamais été. Et comme je ne finançais plus secrètement la vie de mon frère, mes économies ont explosé. Exactement un an après l'affaire judiciaire, j'ai acheté ma propre propriété. Ce n'était pas une demeure de banlieue conçue pour impressionner les étrangers. C'était un superbe appartement pentouse ultramoderne au cœur de la ville, avec des baies vitrées du sol au plafond et un immense balcon privé qui surplombait tout l'horizon. J'ai payé l'acompte massif entièrement en espèces. C'était mon sanctuaire, une forteresse de solitude bâtie sur le travail acharné et sans aucune excuse. Je pensais que le silence de mes parents était permanent. Je pensais que l'humiliation publique du tribunal et le rejet absolu de grand-père Alaric leur avaient enfin appris à me laisser tranquille. J'ai sous-estimé le puissant fond de leur audace. C'était un vendredi soir. J'étais assis sur mon canapé en cuir, buvant un verre de bourbon cher, regardant les lumières de la ville s'allumer à travers mes immenses fenêtres. Mon ordinateur portable a sonné avec une notification de mail entrant. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom de l'expéditeur a glacé mon sang pendant une fraction de seconde. Un réflexe fantôme d'une vie passée. C'était un email de marin. Je l'ai fixé. J'avais bloqué leur numéro de téléphone. Mais d'une manière ou d'une autre, cet email avait contourné mes filtres anti-spam. L'objet était vide. La curiosité, cet instinct humain dangereux et traître, a eu raison de moi. J'ai cliqué pour ouvrir le message. Je m'attendais à de longues excuses plates. Je m'attendais à un appel désespéré pour un prêt. Je m'attendais à une nouvelle sur une urgence médicale. Ce que j'ai lu était si stupéfiant, si phénoménalement effronté que j'ai dû le relire 3 fois pour m'assurer que mon cerveau traitait correctement la langue. Il disait exactement ceci: Nolan, nous avons entendu dire que tu as récemment acheté un immense appartement pentouse dans le centre-ville. Félicitations. Ça doit être très spacieux. Comme tu le sais, les choses ici à la maison sont incroyablement à l'étroit. Avoir Gideon et les garçons vivant dans son ancienne chambre d'enfant cause beaucoup de tension et de stress pour le cœur de ton père. Puisque tu as tout cet espace vide et que tu y vis seul, nous avons décidé d'une solution qui profite à tout le monde. Gideon et les garçons emménageront dans tes chambres d'amis le week-end prochain. Ce sera bien pour les garçons de découvrir la vie en ville et c'est le moins que tu puisses faire pour aider à soulager le fardeau de ta famille. Laisse un double des clés au concierge d'ici vendredi. Maman. Je suis resté assis là, l'écran lumineux éclairant mon visage, et j'ai attendu que la colère monte. J'ai attendu la rage familière et suffocante, le sentiment d'être piégé, l'envie de crier jusqu'à ce que mes poumons saignent. Mais la colère n'est jamais venue. Au lieu de cela, un gloussement bas et grondant a commencé au plus profond de ma poitrine. Il a bouillonné dans ma gorge et a éclaté en un rire franc et retentissant. J'ai ri jusqu'à ce que des larmes piquent le coin de mes yeux. J'ai ri de la folie clinique absolue de ces gens. Ils m'avaient poursuivi pour un demi-million de dollars, avaient perdu de façon spectaculaire, avaient détruit leur propre vie, et leur grande prise de conscience après un an de silence était de simplement m'ordonner d'héberger le fils en or dans mon pentouse de luxe. Ils n'avaient rien appris. Ils n'apprendraient jamais rien. Ils étaient fondamentalement brisés, piégés dans une boucle narcissique de leur propre conception. Et pour la première fois en 35 ans sur Terre, j'ai réalisé que leur état brisé n'avait absolument plus aucun pouvoir sur moi. Je n'ai pas rédigé une réponse massive et furieuse soulignant leur hypocrisie. Je ne les ai pas menacés d'une ordonnance restrictive. Interagir avec eux, même pour leur crier dessus, était une forme de monnaie qu'ils convoitaient. Cela signifiait qu'ils comptaient encore. Cela signifiait qu'ils occupaient encore de l'espace dans mon esprit. La pire punition absolue que je pouvais infliger à un narcissique était l'indifférence totale et complète. J'ai cliqué sur le bouton de réponse. Mes doigts ont survolé le clavier pendant exactement 3 secondes. J'ai tapé un seul mot de 3 lettres. Non. Je n'ai pas signé mon nom. Je n'ai pas ajouté de point. J'ai juste tapé le mot et appuyé sur envoyer. Puis j'ai ouvert mes paramètres de messagerie. J'ai méticuleusement créé un filtre de blocage principal garantissant que toute adresse email associée à Terren, Marin, Gideon, ou à l'un des parents émissaires serait automatiquement et définitivement supprimée sans jamais atteindre ma boîte de réception, mes spams ou ma corbeille.
Je les ai purgés de mon existence numérique aussi minutieusement que je les avais purgés de ma vie physique. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis dirigé vers les immenses portes vitrées de mon balcon, et je les ai ouvertes. L'air frais du soir s'est engouffré, transportant les sons ambiants lointains de la ville, le bourdonnement du trafic, la sirène d'une ambulance, la basse sourde d'un club sur un toit à des kilomètres de là. Je suis sorti sur le balcon et je me suis appuyé contre la balustrade en verre, regardant le monde en dessous. J'ai pensé à la famille que j'avais laissée derrière moi dans cette maison de banlieue exiguë et misérable. J'ai imaginé Terren faisant les 100 pas, furieux que ses ordres soient ignorés. J'ai imaginé Marin versant ses larmes manipulatrices à un public d'une seule personne. J'ai imaginé Gideon, dépouillé de ses costumes et de sa demeure d'1 million de dollars, fixant les murs de sa chambre d'enfant, finalement contraint de faire face à la réalité de sa propre médiocrité. Il purgeait une peine à perpétuité dans une prison construite par leurs propres droits. Et j'avais le luxe absolu de m'en aller. Les gens parlent souvent du caractère sacré de la famille. La société nous conditionne à croire que le sang est un lien incassable, un contrat éternel qui exige un pardon infini et un sacrifice incessant. On nous dit de tendre l'autre joue, de maintenir la paix, de respecter nos aînés simplement parce qu'ils partagent notre ADN. Mais je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge dangereux et toxique. La biologie n'accorde à personne un laissez-passer pour vous maltraiter. Le sang ne donne à personne le droit de vous traiter comme un distributeur automatique de billets humains. Lorsque les personnes qui sont censées vous protéger deviennent les personnes mêmes dont vous avez besoin de protection, le seul choix moral que vous avez est de couper le lien. Vous ne devez à personne votre avenir financier, votre santé mentale, ou votre tranquillité d'esprit, quel que soit le nom figurant sur votre acte de naissance. J'ai dû faire la guerre pour apprendre cette leçon. J'ai dû m'asseoir dans une salle d'audience et regarder mes parents essayer de me détruire légalement avant de comprendre enfin ma propre valeur. Mais debout ici, sur ce balcon, respirant l'air vif d'une vie que j'ai construite entièrement de mes propres mains, je peux vous dire avec une certitude absolue que chaque moment de ce cauchemar en valait la peine. Je suis Nolan. J'ai 35 ans. Je suis le fils invisible qui a finalement marché vers la lumière. Mon compte en banque est plein. Ma conscience est claire. Et ma porte est définitivement verrouillée au passé. Certains feux ne peuvent pas être éteints. Il faut juste les laisser se consumer en cendres pendant que vous vous éloignez dans la nuit fraîche et silencieuse. Voilà donc mon histoire. Ce fut un long et brutal voyage, mais je m'en suis sorti. Maintenant, j'ai une question pour vous, le jury d'Internet. Pensez-vous que ma dernière action, de les couper complètement de ma vie et de refuser d'aider mon frère même quand ils étaient désespérés, était trop cruelle? Aurais-je dû tendre une branche d'olivier ou l'éloignement complet était-il le seul moyen de survivre? Je veux sincèrement connaître vos pensées. Dites-moi dans les commentaires si mon histoire a résonné en vous ou si vous adorez simplement voir les gens toxiques obtenir exactement ce qu'ils méritent. S'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide plus que vous ne l'imaginez et cela garantit que vous ne manquerez pas la prochaine histoire folle. D'ici là, protégez votre paix, tracez vos limites, et ne laissez jamais personne faire de vous son distributeur automatique de billets personnels. Merci d'avoir regardé.